Nous sommes dans le cadre des rencontres santé au travail organisées par l'association Préséance. Pour les questions, donc, on va faire la présentation et puis si vous êtes d'accord, on y répondra à la fin. Ça sera un peu plus simple au niveau technique. Et si nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos questions, je vous conseille de prendre contact avec vos services de santé au travail respectifs. Ce sera sans doute le plus pratique. Voilà, donc nous allons juste présenter avant notre présentation sur les pratiques addictives, juste quelques diapos sur l'association Présence pour vous décrire. Donc Présence Bretagne, c'est une association à but non lucratif régional qui regroupe donc les 9 services de santé au travail interentreprises de Bretagne. Nous avons donc mis en illustration une carte qui les illustre. Voilà, ça regroupe donc 71 200 entreprises adhérentes, ce qui correspond à 735 500 salariés suivis et 848 professionnels de santé, donc en détail 218 médecins du travail, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés et 274 secrétaires médicales. Donc ces rencontres aujourd'hui, donc santé au travail, sont organisées partout en France au niveau national. Donc, elles sont l'occasion de présenter l'ensemble des actions menées au quotidien par les professionnels de santé au travail. Dans le contexte actuel de pandémie que nous connaissons tous malheureusement, les enjeux de santé au travail sont au cœur de l'actualité. Il y a donc 2 questions principales qui viennent à nous. Ce sont comment assurer la continuité des services d'activité stratégiques et la sécurité de ceux qui les portent. Et la deuxième, comment accompagner au mieux les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs pour assurer la santé et la sécurité au travail. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, autant de sujets incontournables qui légitimisent aujourd'hui l'action de prévention et de conseil de nos services de santé au travail interentreprises. Donc là, plus spécifiquement, nous aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet sur les addictions, la prévention des addictions ou des pratiques addictives en entreprise. Donc je me présente, puisque je n'ai pas encore fait, je suis donc le docteur Kidler Estelle, je suis médecin du travail au service de santé interentreprise du Finistère Sud, STC, santé au travail au Cornouailles. Et aujourd'hui, je vais présenter en co-animation avec ma collègue Madame Placenty qui va commencer, qui est infirmière dans notre service. Bonjour, donc je me présente à nouveau, donc Mélanie Placenty, infirmière de santé au travail au service de la STC de Quimper. Donc du coup, je prends le relais sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, les addictions. Donc on va parler des consommations qui peuvent être occasionnelles ou répétées, de substances psychoactives, donc de plusieurs styles de substances, ça peut être l'alcool, des drogues, des médicaments, qui peuvent mettre en danger la santé de chacun. Mais ça peut aussi avoir un effet sur la sécurité, aussi celle de vos collègues de travail. Et ça peut être aussi l'origine d'accidents du travail. Donc pour démarrer, quelques définitions pour resituer un petit peu les pratiques addictives. Donc c'est la consommation d'une substance psychoactive telle que l'alcool, le tabac, les drogues ou les médicaments psychotropes. Ces pratiques peuvent être également comportementales, c'est-à-dire sans produit, qu'il peut y avoir par exemple les jeux vidéo, mais aussi l'addiction au travail. Il y a plusieurs manières de consommer. Donc tout d'abord, on va être sur une consommation plutôt un usage simple, c'est-à-dire qu'on va consommer de façon occasionnelle, plus ou moins régulière selon les personnes, mais ça n'aura pas d'impact sur la santé à court terme. Il peut y avoir après quelques risques en lien avec des situations particulières comme l'alcool avec la conduite ou l'alcool avec la grossesse. Deuxième, ça va être plutôt ce qu'on appelle l'usage nocif. C'est une consommation qui, là, du coup, va entraîner des complications au niveau physique, au niveau psychique ou au niveau social. Ça peut impacter sur la santé et la sécurité, la vie privée ou le travail. Le troisième, c'est l'addiction, le troisième niveau. Donc là, c'est des atteintes au niveau santé, mais le sujet n'arrive pas à se retenir de consommer pour autant, même si ça a des répercussions au niveau familial, social, professionnel. Et si le produit est arrêté à ce moment-là, il peut y avoir un syndrome de sevrage. Donc plus précisément pour l'addiction, c'est un comportement qui va produire du plaisir, qui va écarter ou atténuer une sensation de malaise interne. Ça va être caractérisé par l'impossibilité répétée d'arrêter de consommer le produit, malgré qu'on sache que les conséquences soient négatives au bout du compte.
Donc, on peut avoir plusieurs modes de consommation regroupés sous différents concepts. Donc, ça peut aller de la consommation de substances psychoactives telles que l'alcool, drogue, tabac, ou aux pratiques comportementales qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont plutôt des addictions sans produit, telles les addictions aux technologies, aux jeux, au sport et différents autres produits. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu le schéma fonctionnel de l'addiction, où il y a trois grands éléments à voir. C'est l'individu en lui-même, le produit consommé et l'environnement auquel il est exposé, en prenant les dimensions familiales, sociales et professionnelles. Donc l'addiction en milieu de travail, c'est pour ce sujet-là aussi qu'on est là aujourd'hui. Donc on pense essentiellement à l'alcool, le cannabis, les médicaments psychotropes, qui sont les substances les plus consommées en milieu de travail. Il y a des substances qui vont poser problème en termes de sécurité. Donc en premier lieu, c'est l'alcool. Un petit peu moins de risque, ça va être les médicaments, et qui vont avoir un petit peu moins de répercussions, ça peut être le cannabis. Ces substances, même à faible dose, elles vont avoir quand même un risque sur la santé, la sécurité des salariés dans tous les secteurs d'activité, et le risque augmente après selon la dose consommée. Donc, quelques chiffres un petit peu pour illustrer les consommations en milieu professionnel. Donc, suite à une enquête qui a été réalisée en 2010, 9,3% des consommateurs d'alcool et 13,2% des consommateurs de cannabis déclarent avoir augmenté leur consommation du fait de problèmes liés au travail. 1,5% des actifs occupés ont consommé de l'alcool au moins une fois par semaine pendant leur temps de travail. Et à peu près 15% des accidents du travail surviennent chez des personnes ayant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g par litre. La consommation actuelle de cannabis s'avère plus fréquente. Il y a trois grands domaines d'activité. Donc, on a la construction, où 13% des consommateurs dans l'année, contre 6,9% dans l'ensemble des actifs. Deuxième milieu où c'est le plus retrouvé, c'est la restauration, hôtellerie, avec 12,9%. Et le troisième, et de manière un peu plus prononcée, c'est tout ce qui est art et spectacle, 16,6% des consommateurs dans l'année. On a du mal à avoir des données un petit peu plus récentes pour le moment au niveau des enquêtes réalisées. Donc, les pratiques addictives, elles peuvent être liées à différents facteurs. Ça peut relever de la vie privée, mais aussi du lien avec le travail. La source est différente selon les situations. Donc, certaines circonstances sont définies comme pouvant favoriser les consommations au travail. Donc, dans ces circonstances, on retrouve le stress au travail, les exigences liées au poste de sécurité, certains rythmes de travail, rythmes postés notamment, des activités répétitives, les habitudes de consommation dans l'entreprise, pour en entreprise, les repas d'affaires qu'il peut y avoir, les différents produits qu'il peut y avoir à disposition également dans les entreprises. Donc, certaines contraintes de travail également montrent que ça peut augmenter une consommation d'un produit. Le travail en plein air, pour la plupart, la moitié à peu près du temps de travail. Le port de charge, le travail dans une posture pénible ou fatigante, l'exposition à des secousses ou à des vibrations, et aussi des postes où il peut y avoir des déplacements longs, fatigants, rapides, selon les conditions auxquelles les salariés peuvent être exposés. Après, chaque salarié aura son ressenti différent aussi vis-à-vis de ces contraintes de travail. Donc maintenant, on va voir quels impacts ont ces comportements addictifs vis-à-vis de la santé tout d'abord. Donc, il peut y avoir plusieurs impacts différents. On va d'abord parler des impacts immédiats qui vont être différents selon le produit consommé. Donc, on peut avoir des diminutions de l'attention, des réflexes et des capacités de mémoire, des troubles de la vision, de la somnolence, de l'ivresse, perte de contrôle avec prise de risque sur notamment la consommation d'alcool. Là, ce n'est qu'un petit listing des effets qu'il peut y avoir. Après, il y en a d'autres, effectivement. Et on va avoir d'autres effets qui vont être plus à long terme, également différents selon le produit consommé. Donc là, on peut avoir une aggravation de troubles psychiatriques qui existaient déjà. On peut avoir des cancers à différentes localisations,
des cirrhoses. On peut avoir aussi un effet cardiovasculaire avec possibilité d'hypertension, insuffisance cardiaque et autrement de la dépression. On va avoir aussi un effet plutôt au niveau psychologique. On peut avoir différents ressentis, sentiment d'être un autre, d'être ailleurs. On peut perdre son sens critique, de sens de ses valeurs, modification du jugement. L'élocution peut être troublée, il peut y avoir des difficultés de réflexion, difficulté d'accomplir une tâche, une perturbation de la perception visuelle qui peut poser souci dans des postes tels que les conduites de véhicules ou de chariots, et des perturbations aussi de la mémoire immédiate. Donc là, on a décidé de vous faire passer une vidéo pour illustrer un petit peu justement les effets que ça peut avoir sur un comportement. Donc la vidéo, vous allez voir, mais par contre, vous ne pourrez pas entendre le son. Alors, je vous la lance. Donc, du coup, on va revenir au diaporama, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu. Donc là, on a vu les effets que peuvent avoir les conduites addictives sur la santé. Maintenant, on va évoquer les répercussions que ça peut avoir sur la vie sociale, puisqu'il y a également des répercussions. Donc, on peut avoir des troubles du comportement, certaines personnes qui s'isolent, qui rencontrent des difficultés dans leur vie familiale, mais ça peut aussi engendrer des problèmes financiers. Et on peut avoir aussi des répercussions, celles qui nous concernent aujourd'hui, aussi sur la vie professionnelle. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont démotivées. On observe également des retards fréquents chez certaines personnes, de l'absentéisme répété qui va être de courte durée, une diminution de la qualité de travail et de la productivité, des fautes professionnelles qui peuvent être faites, et on remarque aussi des accidents du travail ou des accidents de trajet qui peuvent avoir lieu, et jusqu'à en venir parfois à la perte d'emploi. Donc, pour illustrer un petit peu les accidents de travail ou les accidents de trajet, voici quelques chiffres pour évoquer les conséquences que peut avoir la consommation sur ce sujet. Donc, l'accident de travail ou de trajet. Donc, on a 10 à 20% des accidents de travail qui sont liés à l'alcool, de source de l'INRS, mais pas forcément des personnes qui sont dépendantes, c'est-à-dire des personnes qui vont consommer assez régulièrement. Si une alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre, ça équivaut à un risque d'augmentation d'accident de travail mortel de 8,5. Si le taux d'alcool est supérieur à 1,2 g par litre, le risque d'accident de travail mortel est multiplié par 35. S'il y a une consommation de cannabis, le risque d'accident de travail est multiplié par 1,8. Et si on associe à ce moment-là l'alcool et le cannabis, le risque d'accident de travail, il est multiplié par 14. Après, il faut avoir aussi une vigilance sur ce qui est prise de médicaments.
puisque selon les médicaments qui sont pris, selon leur classe au niveau pictogramme, ils seraient impliqués dans 3,3% des accidents de travail sur la route qui sont mortels. Donc, un rappel sur les pictogrammes des médicaments. C'est important aussi qu'il y ait une sensibilisation à ce niveau-là, au niveau des salariés, sur les médicaments qui sont pris. Donc, le pictogramme jaune, plutôt prudent, être vigilant sur la conduite. Le orange, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et sur le rouge, normalement, il n'y a pas de conduite. Il faut demander l'avis au médecin pour la reprise. Au niveau prévention, maintenant, des pratiques addictives, donc il faut sensibiliser les salariés sur les risques liés à certains comportements, donc alcool, drogue, utilisation des téléphones. À tout moment, le salarié peut solliciter le médecin du travail sans en aviser l'employeur s'il souhaite en discuter avec lui. Donc, pour la prise en charge des conduites addictives dans une entreprise, il faut élaborer une démarche de prévention collective associée en même temps, si nécessaire, à la prise en charge de cas individuels. Il y a une réglementation qui définit les droits et les devoirs des acteurs de l'entreprise, que ce soit les employeurs ou les salariés, puisque chacun a ses propres droits. Donc, pour poursuivre sur la réglementation, je vais passer le relais au Dr Kidler que vous avez vu tout à l'heure. Merci. Donc, je reviens à nouveau. Donc, nous allons passer à la réglementation. Donc, bien sûr, nos données sont loin d'être exhaustives, mais nous avons essayé de reprendre pour nous les données essentielles. Donc, nous allons commencer par les droits et devoirs des salariés. Le Code du travail, article R 4228-20. Donc, le salarié doit prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Après, je reviens sur ce qui a été dit précédemment. Dans ce cadre-là, il faut toujours rappeler que le salarié peut à tout moment solliciter le service de santé au travail s'il est en difficulté, notamment pour le sujet qui nous concerne au niveau des addictions. Ce qui concerne les obligations et le droit et le devoir de l'employeur, nous avons retenu 2 autres articles. Donc l'article R 4121-1 que vous devez donc sans doute connaître. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail provoqués par l'introduction et la consommation d'alcool sur les lieux de travail. Il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. L'autre article que nous trouvions intéressant, mais un peu vieillot, je vous l'accorde, mais qui reste toujours d'actualité, c'est l'article R 4228-20, qui retient qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Il est donc interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Donc là, nous allons reprendre les différentes démarches de prévention. Nous l'avons cité tout à l'heure, prévention des pratiques addictives, c'est d'abord une prévention collective, mais bien sûr aussi individuelle. Donc, nous avons détaillé en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, nous allons commencer par la prévention primaire, qui donc est d'abord d'éviter les addictions. Donc, nous allons parler dans un premier temps, et pour l'essentiel, du règlement intérieur. Il permet donc de définir les règles relatives à l'alcool et aux substances psychoactives au plus large dans l'enceinte de l'entreprise. Donc, dans ce règlement intérieur, il est important de définir les postes de sécurité et de sûreté, c'est-à-dire les postes à risque justifiant un contrôle, qui peuvent donc mettre en danger le salarié, mais aussi ses collègues ou son entourage professionnel. Donc, nous avons noté quelques exemples, le travail en hauteur, les conduites de véhicules, les manipulations de produits dangereux, mais il y en a bien d'autres que nous avons cités, bien sûr. Dans le règlement intérieur, il est aussi important de détailler l'encadrement des pots, proposer par exemple des boissons non alcoolisées, préférer le service que le libre service, proposer des collations en association des boissons, limiter les quantités. Il y a aussi dans le règlement intérieur l'importance de noter les conditions de fouille si l'employeur souhaite en réaliser. Le salarié, lors de ces fouilles, doit être présent, informé qu'il peut s'y opposer. Il peut également solliciter la présence d'un tiers. Il faut que ces fouilles soient réalisées dans un cadre bien précis et dans un contexte bien détaillé. Et après, les modalités de dépistage. Dans les diapos suivantes, nous parlerons surtout de l'éthylotest et des tests salivaires pour
certaines drogues qui peuvent être utilisées par les employeurs. Et enfin, il faut aussi dans le règlement intérieur, je parle de règlement intérieur pour les grosses entreprises ou de notices de service pour les plus petites, il faut aussi souvent détailler les sanctions disciplinaires qu'encourt un salarié en fonction des résultats, soit des dépistages, soit des fautes qui ont été mises en évidence. Voilà, donc les modalités de dépistage. Nous avons d'abord choisi de vous parler de l'éthylotest, dans le contrôle d'alcoolémie. Il est réservé aux postes de sécurité et de sûreté préalablement définis par l'employeur et inscrits dans le règlement intérieur. Il est réalisé par l'employeur ou une personne désignée préalablement, à l'exclusion bien sûr du médecin du travail, dont ce n'est pas le rôle, et en cas de suspicion d'imprégnation aiguë, afin d'assurer la sécurité et non dans le cas d'une recherche inopinée. Il faut donc, comme je l'ai détaillé tout à l'heure ou précisé, il y a un cadre bien précis pour effectuer ce type de dépistage ou un problème de sécurité ou de sûreté vis-à-vis des salariés et des collègues pour pouvoir le proposer à une personne qui présente un trouble du comportement. L'objectif de ces tests est de faire cesser ou de prévenir une situation dangereuse. On n'est pas on n'est pas bien sûr dans la sanction, on est surtout dans l'accompagnement et la prévention de ce type de conduite. Il nécessite donc la présence d'un tiers, par contre, et une contre-expertise est également possible à la demande du salarié. L'autre modalité ou test de dépistage qui peut être utilisé par l'employeur, c'est le dépistage salivaire. Donc, nous avons précisé qu'il est non licite à l'heure actuelle à des fins disciplinaires car atteinte aux droits et aux libertés des personnes. Mais il peut être envisageable uniquement dans une démarche globale de prévention des risques liés aux stupéfiants ou à des fins exclusivement préventives. Il est réalisable s'il est inscrit comme l'éthylotest au règlement intérieur. Il ne peut donc pas être systématique et le salarié peut aussi solliciter la présence d'un tiers. Le contrôle doit donc être effectué par un supérieur hiérarchique référent et en cas de résultat positif, le salarié est également en droit d'exiger une contre-expertise par un professionnel de santé, par contre, à la charge de l'entreprise. Je précise là, parce qu'on parle du dépistage salivaire qui peut être réalisé par l'employeur, parce que tout ce qui est bilan urinaire, par contre, au dépistage urinaire ne peut être réalisé que par des professionnels de santé, donc ça ne rentre pas dans ce cadre. C'est pour ça que nous ne l'avons pas abordé pour ces modalités de dépistage. En résumé, les pistes d'action de prévention, donc il faut compléter ou plutôt détailler le règlement intérieur comme nous l'avons précisément cité avec les différents points que nous avons abordés. Il faut décrire les contraintes et les obligations concernant les postes et fonctions de sûreté et de sécurité, notamment les contraintes liées à l'abstinence concernant l'alcool et les substances psychoactives, produits illicites autres. Il faut lutter contre les idées fausses au sujet de l'alcool. Donc ça, c'est surtout en réalisant des formations, en mettant une politique de prévention cohérente dans l'entreprise, en apportant des connaissances en matière de conduite à risque ou de prévention des addictions. Il faut lutter contre le silence et le tabou qui entourent souvent les personnes qui ont une consommation abusive. Là, on a précisé d'alcool, mais comme on parle de façon plus large de consommation de substances psychoactives. Il faut rappeler le contexte réglementaire et le recours éventuel encadré à des tests de dépistage. Il faut donner à chacun des outils permettant de déceler une situation nécessitant une intervention. Et il faut bien sûr permettre aux personnes en difficulté de connaître les structures d'aide. Et là, je l'ai rappelé tout à l'heure que le salarié pouvait à tout moment solliciter les services de santé au travail, mais il est bien sûr également possible pour les employeurs de solliciter, quand ils ont des situations qui leur semblent inquiétantes, nos services à tout moment. Alors, après, nous allons aborder la prévention secondaire. Donc, ça, c'est quand on doit gérer une situation, une crise aiguë, quand par exemple un salarié présente un trouble du comportement sur son lieu de travail. Il est important souvent de détailler la prise en charge, car lorsque ça arrive avec la panique, le stress, des fois on ne sait plus trop quoi faire. Donc, c'est important que les choses soient bien actées et écrites et visibles à tous, ou en tout cas aux personnes qui sont présentes lorsque cette situation arrivera. Donc, on part surtout sur déjà le repérage des troubles du comportement. Donc, ma collègue tout à l'heure en a cité quelques-uns, mais on est bien sûr
loin d'être exhaustif encore, mais on en aura pris quelques-uns. Donc, les troubles du comportement comme l'agressivité, l'euphorie, les difficultés d'élocution, tremblements, haleine, tétide, propos incohérents, etc. La conduite à tenir, dans un premier temps, est d'extraire le salarié du poste de travail, surtout si c'est un poste de sécurité ou de sûreté préalablement défini dans le règlement intérieur. Pour les autres postes qui ne sont pas de sécurité ou de sûreté, il faut évaluer la capacité du salarié à être maintenu à son poste. Il faut toujours alerter le supérieur hiérarchique de ce salarié. Ne jamais laisser le salarié seul. Faire appel au service de santé au travail, si c'est possible, parce que des fois, ça peut arriver la nuit ou le week-end, et donc effectivement, dans ce cadre-là, c'est plus compliqué. Il faut appeler le SAMU si besoin pour un avis médical, parce qu'effectivement, les troubles du comportement, même si parfois on pense qu'on sait que c'est un état d'ébriété, eh bien, il faut quand même avoir un avis d'un spécialiste, parce que les troubles du comportement peuvent avoir d'autres origines, comme des tumeurs cérébrales ou des problèmes de diabète. Enfin voilà, c'est un avis médical qui doit être préconisé dans ces cadres-là. Il faut savoir, ou en tout cas détailler leur accompagnement ou l'évacuation médicale de salariés. Et il faut toujours transmettre, si on peut, les éléments au médecin du travail afin d'assurer une visite médicale en informant le salarié du motif de la consultation. Voilà, j'espère que je suis assez précise. C'est vrai que c'est nouveau, ces outils-là, et comme je ne vous vois pas, je ne sais pas si c'est clair. Je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure ou à faire quelques remarques. Là, nous allons maintenant aborder la prévention tertiaire, qui est donc lorsque le salarié revient dans l'entreprise, comment l'accompagner au mieux. Donc, lors de son retour, afin d'éviter une rechute, surtout, il faut ne pas isoler le salarié, éviter les jugements, les préjugés, permettre au salarié un suivi médical en le mettant en contact avec le médecin du travail ou l'infirmière d'entreprise s'il y en a. Et éventuellement, s'il y a un impact social, ce qui est malheureusement souvent aussi le cas, mettre en contact avec le service social, l'assistante sociale de l'entreprise, s'il y en a une, ou du service de santé au travail concerné. Donc là, nous souhaitions reprendre le rôle de la santé au travail. Donc, le service santé au travail conseille donc l'employeur, les salariés, leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir la consommation de substances psychoactives. Et je rappelle que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. En conclusion, les conduites addictives peuvent donc parfois avoir un impact important sur la vie privée et professionnelle de chaque salarié. Nous sommes tous susceptibles d'être concernés. Vous avez vu qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque, mais tous les secteurs sont concernés. Donc, il faut être vigilant sur les signes d'alerte, qui peuvent être multiples et variés. Il faut tout d'abord accompagner les salariés en difficulté. En fait, on souhaitait remettre ça parce qu'effectivement, nous ne sommes pas là pour les sanctionner, mais dans un premier temps, pour les accompagner, les soutenir et surtout essayer d'améliorer la situation quand c'est possible. Donc, dans une démarche préventive de toute façon. Et votre service de santé au travail est un partenaire que vous ne devez pas hésiter à solliciter lorsque vous détectez un problème dans votre entreprise. Car effectivement, il y a plusieurs, enfin, souvent on parle de délation, de choses comme ça, mais je pense que justement, en parler le plus tôt possible permet des fois de dénouer des situations critiques et d'éviter justement une aggravation qui par la suite peut être plus compliquée à prendre en charge. Voilà, donc en dernier lieu, on avait une diapo sur les adresses et liens utiles pour les salariés, mais aussi pour toutes les personnes, en fait, les employeurs et les représentants du personnel. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'imagine déjà. Donc, nous avons repris écoute alcool, alcool infoservice, drogue infoservice. Enfin, c'est surtout les gros liens. Là, après, pour les liens plus spécifiques régionaux, nous pourrons transmettre aux personnes qui sont intéressées les liens utiles. Voilà. Ben, pour ma part, nous avons à peu près fait le tour de la question. J'espère qu'on a été à peu près clair. En tout cas, merci de votre attention. Désolée parce que c'est un peu peut-être pas assez participatif avec ce type d'outils, mais si vous avez des questions à poser, en tout cas, il y a le chat, donc on peut maintenant y répondre si
si vous le souhaitez. Donc, connaissez-vous des associations, organismes qui accompagnent les personnes victimes d'une addiction? Oui. Du coup, dans les liens qu'on vous a donnés déjà, et vous pourrez en trouver. Après, on a l'ANPA, hein, la NPA, qui est, en tout cas, nous, puisque là, je parle pour notre ville sur Quimper, notre région qui accompagne bien les personnes victimes d'addiction. Donc après, on peut vous transmettre les liens. Je ne sais pas comment on peut... Est-ce qu'on peut mettre ça par le chat? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a une collègue qui dit que nous avons été... Je relis les questions, hein, du coup. Nous avons été confrontés à un cas d'addiction et le plus difficile était d'aider la personne. C'est sûr que ce n'est pas des situations simples. C'est pour ça qu'il est important d'en parler assez tôt. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vous détaillez pourquoi ça a été difficile. Enfin, est-ce que ça a été par le comportement de la personne, par le manque de soutien, si vous pouviez détailler l'exemple, ce serait intéressant. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Voilà la réponse de votre collègue. Effectivement, je pense que c'est après une responsabilité personnelle. Si la personne ne souhaite pas être aidée, eh ben là, c'est un droit. Elle peut aussi malheureusement rester dans son addiction. Et là, par contre, il faut s'assurer qu'elle ne met pas en danger ses collègues. Donc là, effectivement, malheureusement, c'est dans ces cas-là que si après avoir proposé de l'aide et que la personne ne corrige pas son comportement, on peut arriver sur les sanctions qui doivent être, d'ailleurs, je le répète, détaillées dans le règlement intérieur, mais qui peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Mais comme ma collègue aussi l'a précisé, les conséquences peuvent être aussi une perte d'emploi si la personne ne veut pas se remettre en question ou changer son comportement. Alors, je continue à lire ce que vous mettez. Donc, finalement, elle a été licenciée et après coup, cette personne nous a dit que ça lui avait fait comme un électrochoc. Fin de l'addiction et réorientation professionnelle. Oui, c'est vrai que malheureusement, la sanction, on le dit souvent, peut être thérapeutique. Effectivement, moi, nous conseillons la prévention, l'accompagnement, mais effectivement, la personne, des fois, n'est pas prête à être suivie, accompagnée ou à commencer une démarche de soins. Donc, effectivement, la sanction peut des fois être l'électrochoc qui permet de corriger son comportement. Alors, ce qui me frappe, je continue avec ce qui me frappe, c'est que finalement, si on peut aider l'autre en amont sur le plan professionnel, il faut trouver la cause en fait. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, ça justement, c'est en l'orientant vers des systèmes de soins, donc les services de santé au travail, mais aussi les services adaptés d'addictologie, que effectivement, la recherche de la cause est essentielle pour que la personne puisse comprendre et corriger ses comportements addictifs. J'ai une autre personne qui me met comment aider dans une addiction aux pratiques comportementales. Et bien, effectivement, le système de dépendance que nous n'avons pas détaillé dans ce diaporama-là, puisque ce n'était pas la question, mais est exactement le même que ce soit pour un produit ou pour un comportement. Donc, le traitement est le même. Après, il n'y a pas de, contrairement à une addiction à une substance psychoactive, de traitement substitutif, mais au niveau de l'accompagnement médical, le traitement à la dépendance sera similaire pour une pratique addictive comportementale et aux produits. Voilà. Excusez-moi, je continue à lire, mais je crois que j'ai répondu. OK. En tous les cas, si suite à, de toute façon, le webinaire là est disponible à tous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, comme on l'a dit précédemment, vos services de santé au travail peuvent aussi répondre si vous le souhaitez. Effectivement, oui, je lis donc ce que, en fait, comme vous l'avez dit, le maître mot, c'est l'écoute. Oui, je crois que dans un premier temps, l'écoute, l'accompagnement, voilà. Mais après, la personne a sa part de responsabilité dans le parcours de soins.
Et le milieu professionnel, oui, ça on l'a peut-être pas dit, enfin je permets parce que en lisant vos remarques. Par contre, en milieu professionnel, quand on a aussi les objectifs à atteindre, c'est dur. Oui, c'est dur. Par contre, on vous a noté tout à l'heure que le milieu professionnel avait des fois des contraintes qui pouvaient augmenter la consommation d'alcool. Mais dans les études quand même qui ont été faites, on voit quand même que le travail a aussi un rôle protecteur vis-à-vis des conduites de substances psychoactives et qu'on a remarqué quand même que les personnes qui n'avaient pas d'activité professionnelle avaient quand même plus de consommation que les personnes qui étaient au travail. Donc, il faut quand même avoir ce bémol-là dans les résultats qu'on vous a montrés précédemment. OK. Mais moi aussi, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Je remercie ma collègue qui m'a accompagnée aujourd'hui. Oui. Et puis, donc, je vous remercie aussi pour votre participation. et bonne soirée à vous tous.